Ma communication aujourd'hui s'appuie sur des projets de mise en conservation et de restauration que je conduis en association avec Agnès Latour-Kourachigué, qui est architecte des PLG et qui, à l'occasion, est aussi ma femme. Et sur différents programmes de recherche en archéologie du bâti autour d'édifices japonisants. Parmi lesquels, donc, la salle des Cigognes, qui est un décor conservé au musée des Confluences à Lyon, le cinéma La Pagode, la salle des fêtes d'Émile Morin, qui était directeur du Bon Marché au XIXe siècle, et le pavillon japonais Duke Craft, connu sous le nom de Midori no Sato, et bien sûr les fabriques japonaises des jardins Albert Kahn. Alors tous ces programmes vont faire l'objet d'une publication, un ouvrage intitulé Le japonisme architectural, qui sera publié aux éditions Phaton à l'automne 2017. Et cette publication ne rassemble pas que mes études, dont certaines sont réalisées avec le concours d'anciens étudiants de master, alors Marion Gauthier, Marion Di Santi et Angélique Saadoun principalement, mais rassemble une vingtaine de contributions, dont celle de Geneviève Lacambre et de Michaela Nicolai, que vous entendrez aussi aujourd'hui ou demain, mais sur d'autres thèmes. Donc je ne cite pas tout le monde, pardonnez-moi, la liste est un peu trop longue. Alors, le thème de cette journée d'études, qui ne m'a pas échappé, même si vous allez peut-être le croire en écoutant la suite de ma présentation, est l'art japonais exposé à Paris. Alors, pour réfléchir à ce sujet, j'ai donc dressé une petite chronologie qui n'est pas exhaustive. J'ai tout d'abord pensé à vous parler des 4 expositions universelles qui se sont déroulées à Paris en 67, 78, 89 et 1900. Et ainsi partager avec vous plusieurs de nos découvertes qui seront présentées dans notre livre. Mais comment faire une telle présentation sans l'appui des auteurs de ces recherches, Alors, Christiane de Meulener-Douillère sur les expositions universelles et Marie-Laure Cronier-Lecomte sur la maison japonaise réalisée par Charles Garnier, donc à l'exposition de 89. Je suis donc revenu au titre du colloque et à celui de ma présentation, le japonisme architectural. Et je me suis souvenu, c'est essentiel, qu'exposer le Japon fait partie de la vague du japonisme. Or, autour du japonisme se rassemblent surtout des artistes indépendants qui cherchent à trouver des expressions nouvelles, du moins en peinture. Alors, ne fallait-il pas mieux que je traite aujourd'hui d'une œuvre comme Midori no Sato, hors des expositions universelles, donc hors des présentations officielles, et que tous les japonophiles de l'époque connaissaient. Là encore, j'aurais pu partager avec vous de nouvelles découvertes, notamment celle de Keiko Omoto, qui a récemment trouvé dans les archives un plan de Midori no Sato, dessiné par Félix Régamey. Mais comment vous parler de cette découverte sans la présence à mes côtés de Madame Omoto? Alors, elle est là, je ne savais pas qu'elle serait là. Et donc j'ai regardé encore une fois cette liste et à nouveau je me suis dit finalement que peut-être l'urgence était ailleurs. Car au moment où je vous parle, pour imiter peut-être Alain Decaux, se jouent peut-être les derniers instants des derniers rescapés du japonisme architectural du XIXe siècle, ceux de l'édifice du cinéma La Pagode, de l'édifice connu sous le nom de cinéma La Pagode, qui est situé rue de Babylone, et la salle des Cigognes, décor récupéré par Émile Guimet et aujourd'hui conservé au musée de Lyon. Le cinéma La Pagode était à l'origine une salle des fêtes privée, celle d'Émile Morin, alors directeur du Bon Marché. En 1931, cette salle a été transformée en cinéma. Ce qui est aberrant au regard de l'architecture de l'édifice. Mais qu'importe, je dirais même tant mieux, puisque cette transformation a permis de conserver l'édifice. Le cinéma est aujourd'hui dans un piteux état, tenu par des échafaudages depuis plus de 10 ans. Il a fermé ses portes définitivement à l'automne dernier, et on le sait, un bâtiment sans entretien est un bâtiment qui s'abîme à une vitesse incroyable, un bâtiment qui meurt et qui est voué à la destruction. Aussi, les transformations opérées sur l'édifice pour en faire un cinéma nous empêchent d'apprécier la véritable valeur de cet édifice et toute son intelligence. Si nous regardons le plan de l'édifice, ici celui du plafond, eh bien cette salle se compose d'une grande, cette salle est une grande salle rectangulaire fermée par 2 rotondes à chacune de ses extrémités. Bref,
le plan est on ne peut plus classique et pas du tout japonisant. Mais avant de passer à l'image suivante, je voudrais vous faire remarquer que l'éclairage naturel est en partie conçu autour de 3 coupoles de verre, donc que l'on voit ici, que l'on aperçoit en rouge. Et c'est là toute l'intelligence de cet édifice. La façade principale, alors, qui est ici, qui est celle-ci, hein, se situe au nord. Elle est donc sans lumière. Et Marcel conçoit une façade, celle que vous apercevez sur cette image, très transparente avec des vitraux peints, qu'il vient éclairer par les 3 lanterneaux dont je viens de parler et qu'on aperçoit en coupe sur cette partie-là. La lumière traverse donc le toit, passe par ces coupoles et éclaire depuis l'intérieur les vitraux. Pour augmenter cet éclairage, il place en fond du bâtiment, qui est une façade aveugle, des miroirs qui vont eux aussi renvoyer cette lumière. Le bâtiment est une salle des fêtes. Les vitraux sont donc conçus pour être vus depuis l'extérieur, non depuis l'intérieur comme dans une église. Les peintures de ces vitraux se voient la journée et encore mieux la nuit, quand l'édifice est éclairé par l'électricité. Et côté éclairage, l'édifice était équipé de ce qu'on faisait de mieux à l'époque, des plafonniers, des éclairages muraux. Donc rien de mieux pour s'incruster à la fête que de la mettre en scène. J'ai vu de la lumière, je suis entré. Dans cet édifice japonisant, tout est de conception française. Le système de construction, les charpentes, les tuiles, les décors, les éclairages. Il reste quelques doutes seulement sur certains matériaux. Mais aussi, pour une partie au moins, nous pouvons attester que ce sont les mêmes artisans qui ont bâti la salle des fêtes, rue de Babylone, une grosse partie de la tour japonaise de l'exposition universelle de 1900, la Tour du Monde, l'attraction qu'on connaît sous le nom de la Tour du Monde, et qui servit elle-même de modèle à la tour japonaise des musées royaux de Bruxelles, dont Marcel est aussi l'auteur. Donc cette salle des fêtes est le premier japonisme architectural d'Alexandre Marcel. Cet édifice est une sorte d'architecture éclectique, japonisante bien sûr, mais qui préfigure aussi le style Art Nouveau. Alors, revenons un peu au sujet d'aujourd'hui. Exposer le Japon. Cet édifice fut aussi une véritable vitrine des choses japonaises provenant du bon marché et d'ailleurs, avec des meubles, des fauteuils, des tables, des bibliothèques, des vaisseliers, bref, tout le mobilier qui était vendu dans le grand bazar qu'était le bon marché. Nous n'avons pas la liste exacte et la liste détaillée des œuvres qui meublaient cet édifice, mais la collection des premiers propriétaires, Émile Morin, sa femme, Amélie Kelsen, puis son second mari, Joseph Plassard, comptaient encore dans les ventes de 1919 et 1931 à l'hôtel Drouot des céramiques, des laques, des ivoires, des bronzes, des émaux, des armes, des instruments de musique, des arts graphiques, donc énormément d'art japonais. Alors sur ce sujet, j'ai une étudiante qui a fait son mémoire donc, sur la collection Plassard, qui est Angélique Saadoun, et c'est à son travail que je me réfère pour parler de ça. Maintenant, pour comprendre l'intérêt de cet édifice, devant ce japonisme architectural, une question subsiste. Quelles ont été les sources d'inspiration de Marcel ? Donc Marcel étant l'architecte, je ne sais plus si je l'ai dit, l'architecte de cet édifice. Eh bien, notre hypothèse est qu'une partie d'entre elles se trouve certainement dans l'exposition de 1989 et dans la porte japonaise, où on retrouve ici exactement les mêmes décors, où les pochoirs sont pas exactement les mêmes, mais quasiment les mêmes. Alors, s'agit-il de copies ? La question reste en suspens, mais il y a quand même de grandes chances que Marcel s'inspire non pas d'art japonais directement, mais de quelque chose qui existait déjà auparavant. Mais la chose la plus étonnante dans cet édifice est son plafond peint dans le style ukiyo-e. Alors, il s'agit d'une scène de plus de 300 mètres carrés, dont je ne vous montre ici qu'un détail. Alors, c'est la plus grande peinture de ce type en France, voire la seule. Alors, c'est une œuvre incroyable, tellement incroyable qu'on se demande comment elle peut être laissée à l'abandon de la sorte. Aujourd'hui, elle est invisible. Un filet est tendu au-dessous du plafond depuis déjà 10 ans, car des morceaux en tombent. Alors, quand je dis incroyable, pourquoi ?
D'abord par sa taille, 300 mètres carrés. Ensuite parce que si vous montrez les scènes peintes à des spécialistes de l'ukiyo-e au Japon, ils vous disent que l'auteur n'est pas japonais. Par contre, que les scènes et les motifs sont inspirés de l'ukiyo-e, sans être des copies. Alors cet élément est essentiel car copier sans erreur est possible, mais s'inspirer pour inventer, et cela sans faire d'erreur de style, est beaucoup plus difficile. Donc pour faire simple, les personnages ont des positions qui sont hors de l'esthétique de l'ukiyo-e, mais le reste est bien japonais. Et voilà, donc ce genre d'erreur que je décris, eh bien, quand on les compare, ces genres d'erreurs, avec les peintures des musées royaux de Bruxelles aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que les deux peintres qui ont réalisé les décors des musées royaux de Bruxelles, eux, faisaient des erreurs. Donc le peintre, l'auteur de cette peinture, n'est pas forcément celui qui a, enfin, ceux qui ont fait les musées royaux de Bruxelles. Donc là, il y a un doute. Alors, pour vous faire visiter un petit peu cette salle, voilà. Nous allons, donc ça c'est des images réalisées à l'aide d'un scanner laser. Donc nous allons entrer dans le cinéma La Pagode, donc dans une entrée qui a été réajoutée dans les années 70, qui a occasionné notamment la destruction d'une partie de la façade. Ceux qui connaissent le cinéma, vous allez le retrouver. Donc on passe ici ce grand couloir, le comptoir, et on rentre dans la salle. Voici la salle qui a conservé ses décors. Alors, ça n'était pas ça ce que je voulais faire. On va reprendre. Donc les décors sont conservés, les miroirs sont encore là, ils ont juste été peints. Si vous grattez un peu, la peinture tombe. Tous les vitraux ont été bouchés, obturés par des grandes plaques en bois. Alors ça fait partie des programmes d'archéologie du bâti que je conduis et qui servent aussi d'une certaine manière à enregistrer le patrimoine qui est en train de disparaître. Voilà, vous voyez ici, alors je ne sais pas comment on fait pause, ça doit être là, voilà. Hop. Ces grands panneaux sont les anciens miroirs. Et vous voyez que toute la tapisserie est encore d'origine et sont des choses japonisantes. Donc si vous imaginez ça avec les meubles, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Donc le rôle de cette salle des fêtes comme salle de réception a été fondamental, notamment pour diffuser le japonisme dans les milieux bourgeois parisiens, et parce que cette salle était un haut lieu d'amusement et de présentation d'objets japonais dans une ambiance japonisante très particulière. Amélie, Madame Plassard, qui était avant Madame Morin, y recevait en kimono. Donc voilà pour le premier édifice dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est en danger. Et maintenant, j'en viens au deuxième. Donc mon second exemple, que l'on appelle la salle des cigognes, et qui est aujourd'hui conservée, je ne sais pas si c'est le bon mot, alors c'est assez méchant, par le musée des Confluences. Donc cet édifice a été réalisé pour l'exposition, la Japan British Exhibition de 1910, qui s'est tenue à Londres, moment où le Japon s'affirme par l'exposition binationale comme l'égal d'une grande nation d'Europe, et énormément de moyens financiers sont donc mis en œuvre pour affirmer cette égalité. Après l'exposition, tous les décors seront démontés, dispersés, et vont donc disparaître. Une exception, la section de Kyoto, donc qui est ici indiquée en rouge dans le plan, et qui comporte deux édifices, une porte principale que vous voyez ici, qui se retrouve sur le plan là, et la salle des cigognes. Les parties noires que vous voyez ici sont des vitrines. Nous sommes dans une exposition universelle. Alors, les Français, donc ces deux parties vont être conservées. Une partie, la porte, va être donnée à Londres, et l'autre, la galerie des cigognes, enfin la salle des cigognes, aux Français. Les Français qui acceptent, car les Japonais leur vendent ce décor comme une architecture authentique, bien plus authentique que tout ce qu'on a bâti de japonais aujourd'hui en Europe. Donc cette salle des cigognes est une réplique
d'une partie de la grande salle d'audience du Nishionganji, qui date du XVIIe siècle. Et quant à la porte que l'on appelle Chokushimon, elle est aussi une réplique de la porte du même temple bouddhique de Kyoto. Donc je vous montre ici les deux répliques de Londres en bas et les deux originaux en haut. Alors ici, deux questions. Pourquoi cette notion de réplique et d'authentique à la fois? Et deuxième question, pourquoi vous parlez de cela? Nous ne sommes plus du tout à Paris et dans le sujet du jour. Donc je vais répondre à la première question dans quelques instants. Et quant à la seconde, voici la réponse. Après 1910, le gouvernement japonais donne la salle à la France. Elle sera stockée à Paris quelque temps. Personne ne sait où la mettre, ni où l'exposer. Émile Guimet la récupère. Alors, le raccourci est un peu rapide, mais pour l'éloigner des regards, pour la chipper à quiconque en aurait voulu, il l'a fait envoyer dans son nouveau musée à Lyon. Les journaux parisiens vont tous déplorer ce choix, car c'est un raté pour Paris. Et tout le monde en est conscient. En récupérant la salle des cigognes, Guimet l'a placée sans le savoir dans un circuit finalement de lente destruction. Et au fil du temps, l'intérêt du public comme celui de l'institution se sont amoindris et aujourd'hui, cette œuvre, tout à fait incroyable et capitale dans le japonisme architectural, paye les conséquences de cette dispersion des collections asiatiques. Voici en quelques dates l'histoire donc de cette salle. Donc d'abord exposée en 1910 à Londres, puis l'exposition manquée à Paris, puis installation au musée Guimet en 1913. Installation dans le premier étage du musée Guimet, où la salle est à l'honneur. Vous voyez que l'étage est assez haut, sous plafond. Puis démontage, on démonte et on va déplacer cette salle au deuxième niveau, qui est beaucoup plus bas sous plafond, et on va décapiter la salle, tout simplement, pour pouvoir la placer dans ce deuxième niveau. Ensuite, en 1868, on veut installer un ascenseur, on lui coupe la moitié de sa surface en démontant le reste. Aujourd'hui, voici dans quel état est la salle des grues. Donc une œuvre mal en point. Une partie de la salle est à terre, éparpillée, démontée depuis 1968, avec des pièces simplement entassées et éparpillées, et donc vrillées, jusqu'au mois de mai dernier, quand nous les avons rassemblées et rangées. Donc ce décor est aujourd'hui toujours dans l'ancien musée Guimet, un musée qui aujourd'hui est désaffecté, avec le déménagement de l'ancien musée Guimet dans le musée des Confluences. Or, cet édifice n'est plus entretenu ou mal entretenu. Il y a des dégâts des eaux fréquents, puisque la salle est juste sous une verrière qui fuit. Donc la salle, vous imaginez, voilà. Et donc la dernière inondation, à ma connaissance, c'était au mois d'avril dernier. Des peintures qui sont déchirées, les plafonds abîmés. Vous voyez ici les parties qu'on a rassemblées, qui elles aussi ont été inondées, bien sûr. Donc juste une information au passage pour souligner l'importance de cette salle et pour vraiment vous montrer son importance dans le japonisme. Alors c'est une information qui m'avait été donnée par Geneviève Lacambre. C'est en voyant cette salle et la peinture des chrysanthèmes dans ce qu'on appelle le tokonoma ici que Monet se lance vers 1914 dans une série de panneaux décoratifs sur le thème des nymphéas dans de très grands formats. Et chose à laquelle il est encouragé par Clémenceau. Donc maintenant, la même histoire de cette salle en images. Donc vous voyez ici les photographies de Londres. Donc nous sommes bien dans une architecture d'exposition. On voit ici la porte qui est le stand, la salle ici que l'on retrouve, qu'on aperçoit derrière. Mais on voit qu'on est dans une exposition universelle, principalement parce qu'il y a un bâtiment au-dessus de cette salle. C'est pas quelque chose qui est dehors. Donc il y a des poteaux qui traversent la salle. La salle est équipée de mobilier. Alors on a retrouvé une partie du mobilier un peu éparpillé partout dans l'ancien musée Guimet. Voici une photo de 1913, donc au moment du remontage au premier étage, et la salle est à peu près complète. Alors on l'aménage un petit peu, c'est-à-dire que on déplace les choses parce que cette salle était faite pour être vue depuis l'intérieur, et dans le musée Guimet, elle est faite pour être vue depuis l'extérieur. Donc on crée de nouvelles façades. Donc les portes, les shoji qui étaient ici, sont montées en façade et viennent habiller cette façade-ci qui n'existait pas puisqu'elle donnait sur les vitrines. On crée également cette façade-là avec des
panneaux, d'autres panneaux. En 1931, on supprime l'estrade pour que les spectateurs, enfin les visiteurs puissent pénétrer à l'intérieur de la salle. Donc en la montant au deuxième niveau, donc qui est plus bas sous plafond, hop, et là l'estrade est perdue. Là on ne sait pas où c'est parti ça. Pas retrouvé. 1968, on supprime ce qu'on appelle le Jodan Noma, qui était une des parties les plus belles, qui est la tête de cette salle, pour passer l'ascenseur, et de la même manière, on recrée la façade. Vous voyez ici les panneaux qui ont été inversés, les poteaux ont été déplacés, donc on restructure la salle complètement. Je me suis perdu dans mes papiers. Donc voici quelques reconstitutions des façades auxquelles j'ai procédé donc avec Agnès Latour, Kourachigué, pour essayer de voir les pièces qui manquaient et celles qui restaient. Donc nous avons pu reconstituer dans l'ensemble cette salle et établir les parties qui étaient manquantes et les parties qui étaient démontées. Hein, parce qu'il y a toujours une question quand tout est démonté, savoir en manque-t-il ou non, pour envisager une mise en conservation avec la fin du déménagement du musée des Confluences. Alors, et ça nous a surtout permis, donc cet inventaire nous a surtout permis d'établir avec précision les parties manquantes, donc que vous voyez ici en vert foncé, qui finalement sont assez peu nombreuses, à part l'estrade de l'ensemble de la salle. Et notre objectif, bien sûr, était d'envisager un remontage. Parce qu'une salle comme ça, une pièce comme ça démontée, en fait, toutes les pièces se vrillent et après, on peut les mettre à la poubelle. Donc cette partie qui est déjà stockée depuis 68, elle est plus tellement viable. Donc aujourd'hui, je ne sais pas où en est le projet, car la salle des grues, enfin la salle des cigognes, semble poursuivie par une malédiction, une sorte d'impossibilité de restauration. Car nous n'étions pas la première équipe à faire une étude de mise en conservation et à proposer un projet de restauration, mais nous étions la 4e équipe en 15 ans. Et à chaque fois, si j'ai bien compris, le scénario est identique. Alors pourquoi cette malédiction, qui je l'espère finira un jour, hein? La seule conclusion sensible à laquelle je suis arrivé est que l'importance de cette œuvre n'a pas encore été montrée et n'est pas encore de notoriété publique. Et c'est pourquoi toujours les avis sont partagés sur l'intérêt d'une restauration, d'un remontage, etc. Donc toujours les sommes à engager semblent trop importantes, surtout aux yeux d'un musée qui s'intéresse à l'art contemporain et qui est un peu sans le sou pour le reste. C'est pourquoi, entre autres, j'essaye donc de m'atteler avec d'autres à cette tâche, c'est-à-dire de faire reconnaître la valeur de cette architecture. Pour cela, voici quelques questions. S'agit-il d'un simple décor d'exposition universelle parmi tant d'autres? Eh bien non, c'est bien plus. Il s'agit d'une architecture précieuse. Sa structure est faite d'un bois que l'on appelle Inoki royal. Alors j'ai oublié le terme en japonais, mais c'est du cyprès du Japon, hein, de la même qualité que celui qui est employé pour la construction du palais impérial. Aujourd'hui, une seule compagnie de charpentiers en conserve encore pour envisager une restauration. Les décors peints, en faisant l'inventaire, nous avons retrouvé des signatures d'artistes qui viennent de grandes écoles. Les ferronneries ont elles aussi été réalisées avec un grand soin. Alors, cela reste un décor d'exposition universelle, bien sûr, mais un décor hors norme pour sa qualité. Question suivante. Quel est le degré d'authenticité de cette œuvre? Qualité mise en avant par les Japonais lorsqu'ils l'ont offert à la France, surtout si elle est une copie d'un grand temple de Kyoto. Alors, pour répondre à cette question, j'ai lancé donc un programme de recherche intitulé « Le vol des cigognes », allant de Londres à Kyoto et bien sûr en passant par Londres. L'idée étant de comparer l'original avec la copie. Alors, ce programme s'appuie sur des enregistrements des édifices en 3 dimensions à l'aide d'un scanner laser. Et ça donne un petit peu les images qu'on a vues sur le cinéma La Pagode. Donc, ce scanner, cette machine, c'est quelque chose, voilà, comme ça. Ce processus de scanner permet de raccorder et de modéliser un édifice entier au millimètre près. Ici, vous voyez l'ensemble de ce que nous avons scanné à Kyoto, donc le théâtre No du temple, qui se situe en face
la grande salle de réception du Nishionganji, hein, dont la partie copiée est cette partie qui est à l'arrière. Donc, édifice du XVIIe siècle. C'est la partie qui a été reproduite dans le décor dont on parle aujourd'hui, et celle-ci. Il y a une salle d'audience devant qui se trouve qui est la plus grande salle d'audience du Japon, qui mesure 200 tatamis et qui fait face à un théâtre, hein, qui sert aussi de salle de spectacle. Vous voyez la partie, donc cette partie qui est reproduite, et bien sûr, notre idée est de comparer cette partie que nous avons scannée avec la salle des grues originale. Eh bien, quand ces scanners, donc une fois réalisés, nous permettent de comparer les architectures et donc d'approcher la méthode de conception de la reproduction. Y a-t-il eu une échelle précise pour reproduire ces décors? La méthode pour créer cette œuvre est-elle empirique ou non? Eh bien, quand on superpose, donc en haut, vous avez la façade originale et en dessous, la façade de la salle des grues, la salle des cigognes. Donc ces deux salles doivent leur nom à ces panneaux, hein, qui sont ornés de sculptures de cigognes. Donc on a 5 panneaux à peu près identiques. Et bien quand on superpose ces bâtiments à la même échelle, enfin les façades de ces parties à la même échelle, on a une salle des cigognes à Lyon, qui est beaucoup plus haute et beaucoup plus petite que l'original. Donc, réponse, la reproduction est empirique. Hein. Le dessin, il n'y a pas eu de dessin préalable de l'original pour constituer une réplique. Alors, notre étude ne se limite pas à 2 dimensions, elle permet des comparaisons en 3 dimensions et également en colorimétrie. C'est donc toute l'approche de la restauration qui peut être révisée, mais je ne cherche pas ici à vous vendre le procédé, mais à vous montrer la valeur et l'intérêt de la salle des cigognes. On s'est aperçu, en comparaison et en pouvant comparer tous les décors, que ces décors qui font la salle des grues ne sont pas les décors de Kyoto, enfin de la même partie architecturale du temple à Kyoto, mais sont reproduits d'autres salles du même temple qui sont donc la salle des chrysanthèmes, qui est une petite salle attenante à la partie qui est reproduite. Donc la copie que nous possédons est un grand patchwork d'un original qui n'est pas la salle d'audience, mais qui est le temple dans son ensemble. Alors ensuite, nous sommes partis, bien sûr, à Londres pour essayer de comparer et de restituer, bien sûr, l'ensemble du site, de la section japonaise de Kyoto de l'exposition de 1910. Voilà, alors vous voyez ici la porte qui est conservée au Kew Garden. Alors les Anglais sont plus doués que nous, hein. Ils ont réussi à restaurer leur porte il y a quelques années. Et donc elle est en meilleur état, elle est même conservée à l'extérieur, comme vous le voyez. Alors, revenons au sujet d'aujourd'hui. Alors, nous croyons que si Émile Guimet a vite récupéré cette salle des cigognes à son arrivée à Paris, s'il s'est empressé de la récupérer, eh bien, c'est parce qu'il avait saisi l'importance du décor, car lui seul peut donner l'illusion d'une spatialité japonaise. Et je crois que la collection Guimet a cette spécificité. Pour Guimet, il ne s'agissait pas uniquement d'objets, mais de spatialité japonaise. Bernard Franck fut le premier à le montrer dans son analyse du panthéon bouddhique. Ce que Guimet veut exposer est une spatialité bouddhique, et non pas des sculptures liées au bouddhisme. Et selon moi, donc, vouloir acquérir la salle des grues montre ce même esprit qui était rare à l'époque et qu'il faut, je crois, tout faire pour conserver. Ainsi, pour comprendre le japonisme, tout comme l'art de l'exposition à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, il faut que nous puissions remettre en spatialité, sinon chaque œuvre japonaise regardée est en quelque sorte privée de son contexte, au même titre qu'une œuvre sortie de sa collection perd une partie de sa valeur. Maintenant, je vous engage donc à regarder encore cette liste, cette petite chronologie encore une fois, et je vous dis, allez, soyons optimistes. J'espère que ma présentation vous aura sensibilisé aux enjeux de la sauvegarde de ces espaces japonisants et à leur importance primordiale lorsqu'on traite d'un sujet comme celui de l'exposition, et tout aussi important quand on s'intéresse au japonisme. Alors si vous militez pour la conservation de la pagode
et de la salle des Cigognes, un peu chacun de votre côté, déjà en connaissant ces salles, eh bien nous arriverons peut-être à restaurer ces objets. Ce sera long, c'est certain, mais cela en vaut la peine. Pour l'anecdote, depuis 2005, je travaille au programme de restauration des pavillons japonais Albert Kahn. Il a d'abord fallu convaincre les institutions de la valeur de ce patrimoine, puis trouver l'argent, puis former des équipes, puis lancer des marchés, puis convaincre les Japonais de venir en France, et enfin restaurer. Et 11 ans après, c'est fait. La restauration est terminée. Avec ma femme et mon beau-frère, qui est aussi architecte, eh bien, nous avons livré fin juillet 2016 les fabriques Albert Kahn restaurées. Vous pourrez les redécouvrir donc à l'ouverture du nouveau musée Albert Kahn à l'automne 2017. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je...